On ne veut plus te voir. C'est ce que ma mère a lancé pendant un appel vidéo familial. Alors vous ne reverrez plus jamais mon argent, ai-je répondu, tout en coupant leurs comptes liés au crédit immobilier, aux frais de scolarité et aux courses. J'ai ouvert les yeux, me sentant libéré pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité. Reprenons depuis le début. J'ai 33 ans aujourd'hui, et depuis presque 10 ans, je porte en silence le fardeau de subvenir aux besoins de toute ma famille. Après que mon père a perdu son poste lors de la crise financière de 2008, il est tombé dans une spirale de factures impayées et de retard de paiement du crédit immobilier. Il fallait que quelqu'un prenne la responsabilité. Et ce quelqu'un, c'était moi, à seulement 22 ans. Pendant que mes amis voyageaient ou dépensaient leur salaire dans des festivals et des cocktails hors de prix, moi, je faisais des virements à la maison. Au début, ce n'était que pour la nourriture. Ensuite sont venus les paiements de la maison. Puis j'ai commencé à couvrir les frais d'université de Julien, les dépenses pour l'équipe de cheerleading de Camille, et ce que ma mère appelait sa pension mensuelle, bien qu'il n'y eût rien de mensuel là-dedans. Elle m'envoyait simplement un message du type « Tu peux m'aider cette semaine ?» Et je disais toujours oui. Personne ne m'a jamais demandé si j'allais bien. Personne ne m'a jamais dit merci. À la place, je recevais des remarques amères. Ma mère désapprouvait que j'ai arrêté d'aller à l'église. Mon père considérait mon travail dans le marketing comme un faux métier. Julien se moquait de la taille de mon petit studio à Paris. Camille m'accusait d'être distant, car je ne faisais pas l'aller-retour entre Paris et Lille chaque week-end, oubliant que j'étais celui qui payait encore l'hypothèque de cette maison où il voulait que je vienne. Et puis tout s'est effondré. Vendredi dernier, ce n'était censé être qu'un appel habituel. Je parlais des frais de scolarité de Camille pour le semestre d'automne et j'ai mentionné que mon loyer avait encore augmenté. J'ai dit calmement que je devrais peut-être réduire un peu l'aide financière. C'est là que ma mère s'est approchée de l'écran et a dit « Tu sais quoi ? On ne veut plus te voir. » Puis elle a coupé la connexion. Je suis resté là, abasourdi, à fixer l'écran vide. J'ai essayé de lui envoyer un message, mais il est revenu aussitôt, j'étais bloqué. J'ai vérifié ma boîte mail. Rien. Aucun mot de mon père, pas un message de Julien ou Camille. Ils m'avaient complètement exclu, comme si j'étais un inconnu qui les avait trahis. J'aurais pu m'effondrer ou exploser de colère. Mais au lieu de ça, je me suis senti étrangement calme. J'ai écrit un dernier message, vous ne recevrez plus un centime de moi. Puis j'ai retroussé mes manches. Pas pour mon travail habituel, mais pour commencer à couper chaque lien financier que j'avais avec eux. C'est fou à quel point tout peut se défaire rapidement, quand c'est toi qui as tout bâti. Ce matin-là, juste après avoir envoyé ce message, je me suis installé à ma table de cuisine avec un café chaud et mon ordinateur. Pour une fois, je ne me sentais pas pressé. Plus de transferts urgents à faire, plus de calculs pour voir s'il me resterait assez pour manger après avoir tout envoyé. Juste, du silence. Un silence mérité. J'ai commencé par les paiements de la maison. Mon nom ne figurait pas sur l'acte de propriété, mais je payais chaque mois comme une horloge depuis des années. J'ai ouvert l'espace client de la banque. 2 clics et c'était terminé. J'ai même appelé pour confirmer, les prélèvements étaient bien annulés. Ensuite, le compte joint que j'avais créé pour ma mère, censé lui donner une forme d'indépendance. En réalité, il lui donnait un accès complet à mon argent. Je l'ai vidé, puis fermé définitivement. L'agent bancaire m'a demandé la raison. J'ai marqué une pause, puis tapé « Rupture de confiance ». Ensuite, j'ai accédé à l'espace étudiant de Julien à l'université de Bordeaux. J'y ai supprimé le mode de paiement enregistré et laissé une note « Ne prend plus en charge les frais d'inscription ». C'était incroyablement libérateur. J'ai continué sur ma lancée. J'ai annulé les paiements de factures, supprimé l'abonnement à la livraison de courses chez Monoprix, et même contacté le propriétaire de leur logement pour dire « Bonjour, je ne paierai plus le loyer. Veuillez désormais contacter directement les locataires. » Un silence gêné. Puis il a répondu « D'accord. » Et voilà. J'étais libre. Pas d'adieu dramatique, pas de scène. Juste une sortie méthodique. C'était choquant de voir à quel point c'était simple de m'effacer de leur vie financière, comme lorsqu'on supprime de vieux fichiers téléchargés. Pour la première fois depuis des années, je ne paniquais pas à l'idée de finir le mois. Je respirais. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils réagissent tout de suite, mais le silence n'a pas duré. Ce soir-là, alors que je terminais un dîner simple, rien que pour moi, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je l'ai ignoré. Puis un autre appel. Ensuite 2 messages, paiement de Julien refusé. Maman est en train de péter un câble. Appelle-la.
Aucun nom, aucune formule de politesse. Juste des ordres, comme si rien n'avait changé. Le troisième message est arrivé via un contact totalement inconnu. Je l'ai ouvert. Et le ton ne laissait aucun doute, c'était tante Hélène. Manifestement, ma mère l'avait mêlé à tout ça. Quoi qu'il se passe, ta mère pense que tu agis de manière excessive. On peut en parler? Je n'ai même pas répondu. Au lever du soleil, les appels s'étaient multipliés. Un numéro masqué a laissé un message vocal. C'était Camille. Sa voix tremblait, plus douce qu'à l'accoutumée. Je ne suis pas en colère. Je te le promets, dit-elle doucement. Je n'arrive simplement à joindre personne. L'université m'a contacté pour dire qu'il restait un solde impayé, et qu'ils allaient m'exclure de la scolarité. Tu pourrais, s'il te plaît, parler à maman? Elle n'est pas elle-même en ce moment. Elle ne criait pas, elle ne me manipulait pas. Elle pleurait. Et, pour être honnête, ça m'a touché. Mais je n'ai pas répondu. Non pas par indifférence, mais à cause de toutes ces années à épuiser mes émotions pour eux. Ensuite, maman a essayé à nouveau, cette fois en empruntant le téléphone de quelqu'un d'autre. D'abord un message écrit, s'il te plaît, assez maintenant. Retrouvons-nous en tant que famille. Elle a appelé 60 secondes plus tard. J'ai laissé filer vers la messagerie. Son ton n'était pas furieux, pas tout à fait. Ses mots étaient mesurés, presque implorants, mais toujours teintés d'arrogance. Tu as fait connaître ta position. Nous avons compris, commença T.L. Mais ce n'est pas ainsi que se comporte une famille. Nous n'avons jamais été parfaits, mais nous avons toujours tenu bon les uns pour les autres. Je ne sais pas ce que tu attends de moi. Tu veux que je supplie? Toujours pas d'excuses. Aucune reconnaissance des paroles blessantes qu'elle avait utilisées. Pas même un soupçon de remise en question de ses limites. Juste une femme autrefois dominante, réalisant que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Ils n'avaient pas perdu un enfant. Ils avaient perdu leur base financière. On pourrait croire que les ignorer deviendrait plus facile avec le temps. Mais ce n'était pas le cas. C'était même de plus en plus troublant. Le ton de leur message commença à changer. D'abord la détresse, puis le reproche, et enfin des souvenirs réécrits. Julien m'a envoyé un long message où il affirmait que j'avais toujours été obsédé par l'argent, qu'il ne m'avait jamais vraiment demandé d'aide. Comme si je n'avais pas payé 4 années complètes de frais d'université, comme un simple abonnement de loisirs. Puis Camille a écrit, tout en mélodrame, j'aurais voulu qu'on n'en arrive pas là, comme si j'avais simplement disparu un soir, sans raison. Après ça, un message vocal de maman. Je l'ai écouté une fois. Ça suffisait. Tu crois qu'on t'a exploité? Ce n'est pas juste. On comptait sur toi parce qu'on pensait que tu voulais être là pour nous. Tu ne t'es jamais opposé. Tu étais toujours disponible. Tu étais le pilier. Et, d'une certaine manière tordue, elle avait raison. J'ai toujours répondu présent. Mais la résilience finit par s'user. Elle s'effrite. Et quand les gens n'apparaissent que lorsque l'argent s'arrête, ce n'est pas de la famille. C'est une transaction commerciale. Alors j'ai coupé les ponts complètement. J'ai bloqué chaque nouveau numéro, passé tous mes comptes sensibles en mode privé, quitté le groupe de messagerie familiale d'un seul geste silencieux. Pas de mise à jour sur les réseaux. Pas de réponse théâtrale. Pas de représailles. J'ai juste effacé mon empreinte financière de leur monde. C'est incroyable à quel point on devient invisible dès qu'il n'y a plus de symbole monétaire attaché à son existence. À la fin de la semaine, les appels se sont raréfiés. Les messages se sont espacés. Presque plus rien. Et le vide qu'ils ont laissé derrière eux ne ressemblait pas à du chagrin. C'était de la liberté. De l'air. De l'espace pour réfléchir. Un futur non dicté par la culpabilité. Et c'est là que j'ai compris. Je n'étais pas seulement fatigué d'être leur banquier. J'en avais fini d'être leur point d'exclamation. Le lendemain matin, après avoir bloqué le dernier numéro, j'ai dormi jusqu'après le lever du soleil. Pas par paresse. Mais parce qu'il n'y avait plus aucune obligation. Plus de téléphone qui vibre. Plus d'alerte de compte. Plus de tableau mental sur qui avait besoin de quoi. Juste la lumière naturelle qui passait par la fenêtre. Et le bruit de mon propre souffle. J'ai préparé un vrai café, pas ce truc instantané bon marché que j'achetais autrefois pour économiser, pendant que je payais leurs factures. Je me suis assis à ma table et j'ai eu une réalisation étrange, cet argent, il est réellement à moi maintenant. J'ai ouvert mon ordinateur, lancé l'application de budget que je traitais autrefois comme un champ de bataille, et j'ai consulté mes chiffres.
Puis j'ai commencé à noter toutes les choses que j'avais mises de côté. Un jour je partirai en voyage. Un jour je lancerai mon projet. Un jour je dépenserai pour moi. Et d'une façon ou d'une autre, ce « plus tard » est devenu « maintenant ». Première étape, j'ai acheté un billet d'avion. Destination, Cancun. Sans escale. Place côté hublot. Je n'en ai parlé à personne. Je n'avais besoin de l'avis de personne. Plus personne n'avait le pouvoir d'être déçu. Ensuite, j'ai pris rendez-vous avec un mentor en entrepreneuriat. J'avais cette idée, enfouie depuis des années au fond de ma tête, un studio de design pour aider les créateurs indépendants à construire leur image de marque. J'avais passé des années à bâtir les rêves des autres. Il était temps de construire le mien. Avant midi, j'avais accompli plus pour mon avenir personnel que durant les 5 dernières années réunies. Aucune alerte. Aucun appel. Aucune honte. Juste, la libération. Et ça avait le même goût que cette première gorgée de café bien infusé. Mais couper les numéros ne suffisait pas à effacer les souvenirs. Ils revenaient en silence, comme un fond sonore qu'on ne remarque que quand tout s'arrête. Je pouvais marcher sans but, et soudain me souvenir de ces dimanches matins, à 9 heures précises, quand maman m'envoyait un message, « Les fonds sont-ils arrivés ?» Pas de bonjour. Pas de « comment tu vas ?» Juste un rappel froid de ce qu'on attendait de moi. Ou bien je me trouvais dans un rayon de supermarché, tendant la main vers un bon morceau de fromage, et je figeais. Un réflexe. Né de toutes ces années à associer le moindre petit plaisir à un sentiment de culpabilité. Ça doit être agréable, avait marmonné mon père. En voyant une veste que j'avais achetée en solde, mon père avait lancé, apparemment, le reste d'entre nous doit juste continuer à souffrir. Ce n'était pas de la générosité qu'il recherchait. C'était du contrôle. Un contrôle discret, insidieux, envahissant. Le genre qui s'insinue dans ton identité et te fait croire que c'est de l'affection. Ce premier moment de solitude a été plus assourdissant que prévu, parce que, pour la première fois depuis des années, j'ai dû me poser une question simple, qui suis-je, si personne n'a besoin de moi? Et pour être honnête, je n'en étais pas certain. Pas encore. Mais je commençais à creuser. J'ai visité une exposition, seul. J'ai acheté un carnet neuf. J'ai recommencé à dessiner. De tout petits instants personnels. Des fragments de moi que je n'avais plus touchés depuis des années, trop occupé à recoller les morceaux cassés des autres. Parfois, je déverrouillais encore mon téléphone, à moitié prêt à voir un dernier numéro inconnu contourner mes blocages. Mais rien n'est venu. Peut-être qu'ils avaient abandonné. Ou peut-être qu'ils avaient enfin compris que je ne bluffais pas. Que j'étais vraiment parti. Il y a une forme particulière de tristesse qui n'apparaît pas quand les autres te manquent, mais quand tu réalises à quel point une partie de toi a été enterrée sous leurs attentes. Voilà la vérité. J'ai traversé près de 10 ans comme une ombre. Je déménageais non pas pour découvrir, mais parce que mettre de la distance rendait plus facile l'envoi d'argent sans être questionné. Je travaillais de nuit, non pas pour évoluer, mais pour pouvoir payer les fournitures scolaires de Julien. Je restais seul, non par choix, mais parce qu'essayer de construire quelque chose de romantique me faisait me sentir imposteur. Comment aurais-je pu accueillir quelqu'un dans une structure qui n'était même pas la mienne? J'étais trop investi dans le financement des plans des autres. Après avoir coupé le cordon, j'ai lentement commencé à me reconstruire. Pas seulement financièrement. Émotionnellement aussi. J'ai fouillé un vieux tiroir et retrouvé un carnet poussiéreux. À l'intérieur, j'avais griffonné des rêves que j'avais complètement enfouis. Une ligne disait, je veux créer un espace où les gens peuvent bâtir librement, un endroit lumineux, confortable, un peu chaotique et incroyablement vrai. J'ai relu cette phrase encore et encore. Elle avait été écrite dans un café, après un shift, pendant une période où je survivais à peine. Un moment où j'avais encore l'espoir que mes rêves comptaient. Cette idée de lancer une agence créative n'était pas morte. Elle était juste enfouie sous une montagne d'excuses. Peut-être plus tard. Après que Julien termine ses études. Quand la voiture de maman tombera en panne. Plus de délai. Plus d'énergie gaspillée dans un puissant fond qui n'a jamais renvoyé la moindre reconnaissance. J'ai contacté un agent local pour visiter des studios disponibles. Je me suis inscrit à une formation sur l'entrepreneuriat. J'ai envoyé des messages à des personnes avec qui j'avais perdu contact. Pas la famille. Mais des amis que j'avais tenus à distance parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce que je portais. Et je leur ai dit la vérité, la vraie, je suis enfin en train de construire quelque chose qui m'appartient. Les réponses sont arrivées. L'un a dit, il était temps. Un autre, je croyais que tu avais disparu. Je n'avais pas disparu.
J'avais été enterré vivant. Mais maintenant, je remontais enfin à la surface. Bien sûr, il y a eu des moments difficiles. Des nuits immobiles, à me demander si j'avais fait le bon choix. Des instants où je ne désirais pas les gens, mais l'idée d'une famille. Mais ces émotions ne me définissent plus. Ce qui me définit aujourd'hui, c'est le silence. Un silence libre de toute obligation. Le fait de voir mon solde remonter doucement. Le fait d'écrire à nouveau dans ce carnet, ligne après ligne, sans honte ni permission. Je n'étais plus le plan de secours pour ceux qui n'avaient jamais soutenu les miens. J'étais devenu ma propre solution. Environ 14 jours se sont écoulés sans aucun contact. Puis ils ont tenté une autre approche. Pas directement cette fois. Plutôt une manœuvre douce, soigneusement emballée dans une émotion feinte, déguisée en attention sincère. Une notification Instagram est apparue. Elle venait d'un cousin avec qui je n'avais pas parlé depuis très longtemps. « Salut, je voulais juste prendre de tes nouvelles. Ta mère m'a dit que tu étais silencieux ces derniers temps. Elle s'inquiète. Est-ce que tout va bien ?» J'ai regardé ce message longtemps. Le choix des mots était très calculé. Silencieux, pas « couper les ponts ». Pas « après tout ce qu'ils t'ont fait ». Comme si toutes ces années d'aide avaient été effacées. Comme si l'histoire avait été réécrite pour qu'on croie que j'étais parti sans raison. Je n'ai rien répondu. 2 jours plus tard, mon père m'a envoyé quelque chose d'inhabituel. Un email. Il n'en écrivait presque jamais. C'était bref, peu importe les problèmes que tu as avec ta mère, on peut arranger ça. Tu as été clair. Ne laisse pas l'orgueil détruire la famille. Je l'ai relu plusieurs fois. Je n'ai ressenti ni colère, ni tristesse. Juste cette vieille fatigue familière. Celle que j'ai toujours ressentie en les côtoyant. C'est toujours comme ça que ça fonctionnait chez nous. Sauver les apparences. Faire comme si de rien n'était. Dire que j'en avais assez, comme si j'avais fait une crise. Pas comme si j'étais parti après avoir été exploité pendant des années. Et puis est arrivé le dernier message. Celui qui m'a vraiment touché. Un message vocal de Camille. Pas de larmes forcées. Pas de chantage émotionnel. Juste sa voix douce. Fatigué. Je sais que tu penses qu'on a profité de toi. Peut-être qu'on l'a fait. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne suis pas en colère. Je suis juste épuisé. Je n'ai rien demandé à tout ça. Aucun de nous ne l'a demandé. Mais elle se trompait. Peut-être qu'ils ne l'ont jamais dit à voix haute. Mais ils comptaient sur moi pour tout. Ils pensaient que je répondrais toujours présent. Ils s'attendaient à ce que je paie. Ils partaient du principe que je ne dirais jamais rien. Ils étaient persuadés que je resterais toujours petit et silencieux. Quand j'ai enfin cessé de jouer le jeu, ils ont été déconcertés. Pendant longtemps, mon silence leur rendait la vie plus facile. Ma volonté de donner permettait à tout de continuer à tourner. Alors quand je suis parti, ce n'est pas moi qu'ils ont regretté. C'est la personne qui résolvait tous leurs problèmes. Et au fond, je pense qu'ils l'ont compris. Pas parce que je les haïssais. Pas dans un accès de rage. Mais parce que j'ai enfin vu la vérité. Et je ne pouvais plus me mentir à moi-même. Cette même semaine, j'ai payé le premier loyer pour mon nouvel espace de travail. Ce n'était pas parfait. Des tuyaux métalliques apparents au plafond, un sol irrégulier, des fenêtres qui grinçaient. Mais la lumière qui baignait la pièce du fond chaque après-midi était douce et paisible. J'ai signé les papiers avec un calme que je n'avais pas ressenti depuis des années. Cet endroit était à moi. Entièrement à moi. Pas un emprunt. Pas un partage. Pas quelque chose que je devais abandonner pour m'occuper des autres. J'ai pris un rouleau de peinture et j'ai changé les murs moi-même. Tout blanc, avec un grand mur vert qui donnait au lieu une belle énergie. J'ai installé une grande table, ajouté des chaises différentes. Un ami est passé avec des livres créatifs. Un autre est venu m'aider à poser des étagères. Je n'en ai parlé à personne. Je n'ai rien posté en ligne. Pas de discours. Pas d'annonce. J'ai simplement ouvert la porte, me suis assis et j'ai respiré profondément. Certains jours, j'entends encore leur voix résonner dans ma tête. Pourquoi tu ne reviens pas plus souvent? Camille a besoin d'aide pour ses livres. Tu sais que maman galère avec l'argent. Ce n'est pas un vrai métier, mais au moins tu es payé. Aujourd'hui, ces mots semblent loin. Ils n'ont plus de pouvoir. Je ne cède plus pour eux. Je ne suis plus leur compte bancaire. Je ne suis plus celui qu'ils appellent quand le frigo est vide ou quand l'échéance des frais scolaires approche. Je suis simplement moi.
Et pour la première fois de ma vie, ça suffit. Ce printemps est arrivé plus tôt cette année-là. Un vent tiède s'est levé avant l'heure. Les fleurs ont commencé à éclore en avance. Le monde paraissait plus doux qu'il ne l'était vraiment. Je rentrais de mon propre atelier. Oui, mon atelier. Et c'est là que je l'ai vu. Un numéro inconnu est apparu sur mon téléphone. Je ne l'avais pas bloqué, je ne savais simplement pas à qui il appartenait. Mon doigt est resté suspendu au-dessus de l'écran un peu trop longtemps. La curiosité l'a emporté. J'ai décroché. « Salut », dit Camille. Sa voix était basse, fatiguée. Ils aimeraient qu'on dîne ensemble. Juste discuter. Sans pression. Je leur ai dit que je te demanderais d'abord. Un silence. Elle est restée silencieuse, comme si elle avait l'habitude qu'on la laisse en attente. Je crois qu'il te manque vraiment maintenant, a-t-elle fini par dire. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai posé la seule vraie question. Est-ce qu'ils se sont excusés? Elle a soufflé lentement. Non. Ils n'ont pas présenté d'excuses. Ils ont juste parlé de vouloir aller de l'avant. Un petit sourire a failli apparaître sur mon visage. Voilà. Aucune excuse. Aucune responsabilité. Juste ignorer la vérité et faire semblant que tout va bien. Je ne viendrai pas, ai-je répondu. Pourquoi, demanda-t-elle. Sa voix tremblait légèrement. Elle ne semblait pas en colère. Plutôt confuse. Peut-être même effrayée. Comme si une partie d'elle avait compris que j'avais réellement pensé chaque mot. Parce qu'avancer sans reconnaître ce qu'il s'est passé, ce n'est pas guérir. C'est faire semblant. Et je ne fais plus semblant. Cette partie de ma vie est terminée. Une nouvelle pause. Puis elle a murmuré, d'accord. Je suppose qu'on se reverra un jour. Je n'ai rien dit. On savait tous les deux qu'on ne se reverrait pas. Les semaines suivantes furent à nouveau silencieuses. Presque étrangement paisibles. Plus d'appels en cachette. Plus de messages vocaux pleins de culpabilité. Plus de tentatives de discussion. C'était comme s'ils avaient enfin compris que je ne reviendrais pas. Pas pour envoyer de l'argent. Pas pour porter leurs regrets. Pas pour faire semblant qu'ils ne m'avaient jamais blessé. J'avais quitté leur histoire pour de bon. Et ce qui restait, c'était un vide. Mais ce vide était calme. Dans ce silence, j'ai enfin eu l'espace pour faire tout ce que je repoussais toujours. J'ai organisé un atelier dans mon studio. Une séance pour aider des artistes à mieux présenter leur travail. 5 personnes sont venues. Une a pleuré en trouvant son tout premier client. Elle m'a envoyé une carte de remerciement. Je l'ai accrochée au mur. J'ai dîné avec quelqu'un que je n'avais pas appelé depuis des années. Pas parce que je m'en fichais. Mais parce que je n'avais jamais cru mériter une personne qui ne dépendait pas de moi. Elle a ri de mes blagues nulles. Elle m'a posé des questions sur mes créations, comme si mes réponses comptaient vraiment. Je lui ai tout raconté, honnêtement. J'ai commencé à économiser. Pas pour les autres. Pour moi. J'ai réservé un autre voyage. Pas pour fuir. Juste pour découvrir quelque chose de nouveau. Pour vivre à nouveau. Et de temps en temps, je regarde mon téléphone et je pense, c'est donc ça, la vraie paix. Pas la distance. Pas le vide. La liberté. Et quand je regarde en arrière, je ne regrette rien. Ni le temps que je leur ai donné, il m'a montré jusqu'où je pouvais aller par amour, ni le moment où j'ai arrêté. Parce qu'il m'a montré jusqu'où j'étais prêt à aller, pour enfin m'aimer, moi.